Alors, donc on passe au grand 4. Donc la dernière dernière grande partie du chapitre sur le commerce international, avec donc les stratégies d'internationalisation de la production. Alors on va faire une petite introduction à cette dernière sous-partie, à cette dernière partie pour voir le lien avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors justement, jusqu'à présent dans ce chapitre, les échanges de biens et de services ont été vus comme des exportations ou des importations d'entreprises nationalement ancrées. Nationalement ancrées, ça veut dire que voilà, on a des entreprises qui ont une identité nationale, c'est-à-dire c'est des entreprises françaises, des entreprises allemandes, espagnoles ou américaines, des entreprises qui sont attachées d'un point de vue national, ancrées d'un point de vue national. Donc des entreprises nationalement ancrées et cherchant à élargir leur marché en vendant à des consommateurs étrangers. Donc ça, c'était un peu le cadre du début du chapitre, hein, on conçoit le monde avec des entreprises ancrées nationalement qui vendent à des consommateurs étrangers grâce aux exportations. Et de l'autre côté, eh bien, des consommateurs qui cherchent à accéder à des biens différents, à moindre coût éventuellement, en faisant venir de l'étranger des biens qu'il n'y a pas chez eux. Mais les entreprises sont fixes, les capitaux sont fixes entre nations. Alors, ces échanges pouvaient concerner des biens, alors ça c'est rappel, hein, pouvaient concerner des biens différents ou alors appartenant à des branches différentes. On parlait à ce titre de commerce interbranche, donc inter hein, entre les branches, ou bien des échanges de biens similaires ou appartenant à la même branche, et on parlait sinon à ce moment-là de commerce intra-branche. Mais que se passe-t-il si une entreprise décide de s'implanter dans plusieurs pays à la fois? Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est pour ça qu'on commence à en parler dans cette dernière partie, hein. C'est quelque chose qui existe, hein, des entreprises qui sont sur plusieurs pays à la fois. Donc que se passe-t-il si une entreprise décide de s'implanter dans plusieurs pays à la fois? Cela réduit-il les échanges, puisque l'accès aux consommateurs étrangers est désormais direct? Donc ça, c'est une première question à laquelle on va essayer de répondre, hein. Si vous produisez déjà dans un pays étranger et que vous vendez directement au consommateur local étranger, bah, il n'y a plus d'exportation, puisque vous produisez déjà sur place. Donc quel impact ça a de produire à une échelle multinationale sur les échanges? Est-ce que ça réduit les échanges de biens et de services ou est-ce que finalement ça peut les augmenter? On va répondre à ça. L'entreprise va-t-elle produire le même bien dans chaque pays où où elle est implantée ou au contraire attribuer à chaque pays une activité spécifique? Donc là, c'est est-ce qu'une entreprise qui décide de s'implanter dans plusieurs pays va tout simplement dupliquer ces unités de production dans chaque pays en produisant la même chose pour vendre un bien identique ou adapté un petit peu à la clientèle locale, mais on va produire la même chose dans chaque pays. Est-ce qu'on va faire ça? Ou est-ce que les entreprises vont décider plutôt de profiter de la spécificité de chaque pays pour segmenter la production? Bon, vous voyez bien que c'est un petit peu, la réponse est un petit peu dans la question. On va plutôt parler de cette segmentation de la production et donc et profiter donc de la spécificité de chaque pays. Donc ça, c'est une autre question. Quel intérêt a une entreprise à produire dans plusieurs pays plutôt que de simplement exporter ce qu'elle produit nationalement? Donc pareil, encore une question qui mérite d'être posée, hein. Pourquoi une entreprise s'amuserait-elle à s'exporter en produisant dans plusieurs pays, à s'implanter dans plusieurs pays, alors qu'elle pourrait très bien tout fabriquer au même endroit, par exemple en France, et exporter leurs marchandises dans les divers pays? Pourquoi s'amuser à se mettre sur plusieurs pays à la fois? Quels intérêts ça peut avoir? Alors, on enchaîne toutes les questions qui sont des sujets qui peuvent tomber au bac d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une délocalisation? D'accord, bon, bah, ça c'est pas un sujet de bac, mais quoique si en EC1, il y a deux facteurs motivant la délocalisation, donc on va s'intéresser à ce que c'est qu'une délocalisation. Et donc plus généralement, donc la problématique d'ensemble, pourquoi une entreprise peut-elle être amenée à se multinationaliser? Alors dit autrement, quelles sont les raisons qui peuvent inciter une entreprise, ou quels sont les avantages qui poussent une entreprise à vouloir être sur plusieurs pays en même temps, à s'implanter dans plusieurs pays différents? Qu'est-ce que ça peut lui apporter comme avantage pour justifier cette action? Donc première sous-partie, le rôle des firmes multinationales, donc grand A, le rôle des firmes multinationales.
abrégé par FMN, on va y revenir, dans les échanges mondiaux. Et première sous-partie, les firmes multinationales, définition, poids et évolution. Donc là, c'est vraiment des informations descriptives pour cadrer le sujet. Pour cadrer le sujet, donc bon, ça va être un petit peu parachuté comme cours, mais c'est quand même nécessaire. De toute façon, soit on aurait fait ça, soit on aurait pris des documents que vous auriez lus et vous auriez répondu à des questions. Donc bon, on a autant aller directement à l'essentiel. Donc vous avez des questions auxquelles je réponds, donc on y va. Donc qu'est-ce qu'une firme multinationale? Donc certaines entreprises ont pour caractéristique de produire tout ou partie de leur bien. Tout ou partie, ça veut dire soit c'est l'intégralité du bien qui est fabriqué de A à Z, on va le voir à l'étranger, soit c'est uniquement une partie. On va pas produire tout le bien, mais on va produire un composant ou un système à l'intérieur du bien. Voilà, on segmente la production, il y a une partie de la production qui est faite à l'étranger. Donc tout ou partie de leur bien dans un pays étranger. On parle alors de firmes multinationales, FMN, ou alors appelées également firmes transnationales, FTN. Bon, les deux termes sont synonymes. Souvent, les élèves demandent c'est quoi la différence entre FMN et FTN. Alors, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une vraie différence. Ça intéresse plutôt les géographes que les économistes. Donc vous, en SES, vous dites FMN, c'est très très bien comme ça, ne vous embêtez pas. Donc, je poursuis. On entend donc par FMN une entreprise qui du coup va être ce qu'on appelle la société mère, une entreprise qui dispose d'au moins une unité de production. Cette unité de production constitue donc sa filiale dans un autre pays et qui réalise une production dans ces deux pays au moins. Donc je récapitule. Donc une firme multinationale, c'est au moins deux éléments, hein. C'est une société mère, c'est-à-dire une entreprise, qui va posséder une autre entreprise. Cette autre entreprise va être située à l'étranger, et comme elle dépend, cette autre entreprise, de la société mère, on l'appelle filiale. Donc ça, c'est vraiment une question de vocabulaire auquel il faut adhérer tout de suite. Quand on dépend d'une société mère, alors c'est qu'on est une filiale. À ne pas confondre avec filière. Une filière, c'est un secteur de production, aucun rapport. Ça s'écrit même pas d'ailleurs, il y a deux L dans filière. Donc filiale, c'est une entreprise qui est détenue totalement ou alors partiellement par une société mère et qui se situe dans un autre pays. Ensuite, la fin de la définition précise que les deux éléments, hein, les deux entités, doivent réaliser une production. Ça veut dire que pour parler de firme multinationale, il faut qu'il y ait une activité productive dans les deux pays au moins. Vous ne pouvez pas avoir juste un siège social dans une entreprise dans un pays et l'usine qui produit tout dans un autre pays. Là, on ne parlera pas de firme multinationale, on parlera d'autre chose. Mais là, pour qu'on ait affaire à une vraie firme multinationale, il faut que les deux entités, au moins, hein, ça peut être 3 entités, 4, 5, autant que vous voulez, il faut que chacune réalise une production à l'étranger pour qu'on puisse parler de firme multinationale. Donc ça, c'est une définition, hein. On entend donc par, ça c'est la définition la plus simple que vous trouverez de FMN, donc c'est celle-là qu'il faut apprendre, hein, si jamais vous devez la mobiliser dans une copie. Donc vous pouvez alimenter votre petit dictionnaire avec cette définition qui est à apprendre par cœur. Ensuite, comment une entreprise devient-elle multinationale? Alors là, on est sur un aspect technique, c'est-à-dire, partons de l'hypothèse qu'on est une entreprise nationale de base, en France par exemple, et on veut savoir par quel procédé on se retrouve à devenir une firme multinationale. On se retrouve à être sur plusieurs pays à la fois. Comment ça se passe? Donc pour devenir une multinationale, une firme multinationale, une entreprise doit posséder au moins donc une filiale à l'étranger. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire dans la définition plus haut, hein. Au moins une filiale à l'étranger. Mais comment fait-on pour se retrouver avec une filiale? Donc pour obtenir cette filiale, l'entreprise réalise ce que l'on appelle en économie un investissement direct à l'étranger. Que ça, vous connaissez déjà, vous voyez ça en géographie. Un IDE, investissement direct à l'étranger, IDE. C'est-à-dire une dépense, donc un investissement, c'est de l'argent qui s'en va, hein. L'entreprise, elle paye, hein. Donc c'est une dépense qui se matérialise d'un point de vue comptable par un flux de capitaux. Donc c'est-à-dire il y a de l'argent qui part d'un endroit pour aller dans un autre endroit, donc comptablement. C'est un flux de capitaux dont l'origine est le pays où se trouve l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, l'entreprise qui est encore une firme normale, si elle est en France, bah, le flux va partir de la France, le flux de capital. Et donc, à partir du moment où l'investissement est réalisé,
le flux part, et cette entreprise devient à ce moment-là une société mère. Donc ce flux part donc de cette entreprise située dans l'entreprise, enfin dans le pays initial, et va en destination d'un pays étranger, n'importe lequel, et l'entreprise qui sera située dans ce pays étranger deviendra la filiale. Donc c'est ça, c'est le plus simplement, c'est comme ça que se déroule la création d'une filiale pour une entreprise qui devient du coup la société mère. Alors remarque, donc l'IDE n'est pas n'importe quel investissement. Un investissement, c'est un investissement qui a un but particulier, qui le distingue d'autres formes d'investissement qu'on va voir après. L'IDE a pour objectif, pour l'entreprise qui en est l'émettrice, hein, qui en est à l'origine, c'est de contrôler, soit totalement, soit de manière significative, la filiale étrangère. Quand quand vous émettez un IDE en tant qu'entreprise, c'est précisément dans le but soit de contrôler complètement la filiale qui sera basée à l'étranger, ce qui nous paraît le plus logique, hein. On fait un IDE, on crée une entreprise, et puis c'est à nous et on la dirige. Mais parfois, on ne va pas directement créer l'entreprise, on va acheter l'entreprise qui existe déjà. Donc la question de savoir si on la contrôle complètement ou partiellement se pose. Donc en tout cas, la motivation est toujours la même, c'est que quand on émet un IDE, c'est pour contrôler la filiale totalement ou alors de manière significative. Alors la question va être de savoir à partir de quand on contrôle significativement une filiale. Donc on va y venir juste après. Donc cette IDE, à l'origine de la multinationalisation de l'entreprise, peut prendre deux formes. Il y a deux formes d'IDE principaux qui vont permettre à une entreprise de se multinationaliser. Premier cas de figure, soit l'IDE sert à la construction d'une nouvelle unité de production. Donc là, c'est vraiment l'idée que l'IDE, c'est une dépense d'argent qui permet de faire construire une usine, en gros, une entreprise, une usine, une unité de production quelque part, alors qu'il n'y avait rien avant. Donc cette unité de production n'existait pas, c'est ce que j'écris là, avant que ne soit réalisée l'IDE. Elle, entre guillemets, émerge du sol. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des IDE où il n'y avait rien, et après l'investissement, il y a une usine qui n'existait pas et qui désormais est là. Donc quand un IDE vise à faire émerger une unité de production qui n'existait pas avant, on appelle ça un investissement greenfield. Voilà, greenfield parce qu'on suppose de manière imagée qu'il y avait un champ vert et il n'y avait rien dessus. Et on part de rien et après, hop, il y a une entreprise qui se crée dessus. Donc ça, investissement greenfield. Une première catégorie d'IDE qui permettent aux entreprises de se multinationaliser. Alors une remarque. Donc une délocalisation, donc là une remarque sur ce que c'est qu'une délocalisation, puisque c'est quelque chose qui est au programme. Une délocalisation, c'est une forme d'IDE, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la délocalisation répond à une définition très précise, qui au passage explique pourquoi cette forme d'IDE est en réalité marginale, quoique très visible dans les médias. Donc en gros, je reformule, une délocalisation, donc c'est un IDE, mais la définition de ce que c'est qu'une délocalisation est très précise. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on voit dans les médias qui ressemblent à des délocalisations, mais qui n'en sont pas forcément, ou en tout cas qui sont comptablement pas enregistrées comme délocalisations, même si leurs effets finalement économiques et sociaux sur les pays qui les subissent sont finalement les mêmes. Alors je poursuis. Une délocalisation désigne la fermeture d'une unité de production dans le pays dont est originaire l'entreprise. Donc là, il faut bien visualiser la situation. On a un pays avec une entreprise. Cette entreprise a des unités de production, a des usines un peu partout en France, par exemple, hein. Il n'y a pas qu'un seul magasin. Une entreprise n'a pas qu'une seule unité de production dans un pays, il peut en avoir plusieurs. Donc on imagine qu'une entreprise va fermer une unité de production. Alors on ferme l'usine, on démonte tout, et on va ensuite réouvrir. Donc là, puis la réouverture, hein. On va réouvrir cette unité de production dans un autre pays. C'est ça vraiment une délocalisation. C'est on démonte, on ferme et on réouvre ailleurs, dans un autre pays. Ce transfert de capitaux, là capitaux il faut l'entendre au sens double, hein, dans un sens dans un sens physique, c'est-à-dire ça peut être les machines, le matériel, les ordinateurs, là c'est du capital aussi tout ça. Ça peut aussi être dans un sens, on va dire, plus immatériel, comme l'argent. C'est les deux faces de la même pièce, hein. C'est avec l'argent qu'on achète les machines et le matériel.
Donc capitaux, il ne faut pas que ça vous perturbe, ça prend toujours un peu de sens. Donc ce transfert de capitaux, c'est-à-dire argent, machine, matériel, vers un autre pays, peut s'accompagner d'un transfert de main-d'œuvre. Dans l'idée, la main-d'œuvre aussi se délocaliserait dans l'autre pays où ils vont. Mais bon, ça c'est dans le monde de la théorie néoclassique que ça se passe comme ça. Dans la réalité, la majorité des salariés, et souvent les moins qualifiés, refusent de suivre l'entreprise et perdent son emploi. Donc il n'y a que les cadres des entreprises qui acceptent éventuellement d'aller travailler dans un pays étranger parce qu'ils sont très bien payés pour ça. En général, implicitement, il n'est pas du tout prévu que les salariés de l'entreprise se déplacent. Ils ont leurs habitudes, leur famille, leurs repères, ils ont une langue aussi, donc il n'y a aucune chance qu'ils se déplacent. D'ailleurs, au passage, petite anecdote, il y avait une entreprise chinoise, peut-être que je vous l'ai déjà raconté, qui avait proposé à ses salariés, enfin pas une entreprise chinoise, mais une entreprise française qui fabriquait les papiers qu'on met sur les malades dans les tables d'opération, et qui se délocalisait en Chine, et qui avait proposé à ses salariés de suivre l'entreprise en Chine, donc ça c'est une vraie délocalisation, hein, de les suivre en Chine, mais d'accepter d'apprendre à parler le chinois, et d'accepter le salaire chinois. Voilà. Donc vous voyez un peu l'hypocrisie. Et bien évidemment que les salariés n'ont pas appris le chinois et ne sont pas partis en Chine pour être payés 300 € par mois. Donc, bon voilà, vous êtes un petit peu plus au clair sur la définition d'une délocalisation. On verra quels sont les motifs des délocalisations, les facteurs explicatifs de ce type d'investissement, plus tard dans le cours. Donc ça, c'était première forme d'IDE. Maintenant, deuxième forme d'IDE, un petit peu plus subtile. Donc soit l'entreprise, dans le deuxième cas, hein, soit l'entreprise qui souhaite se multinationaliser va acheter une autre entreprise déjà présente dans le pays étranger. Donc là, il ne s'agit pas de créer une unité de production à partir de rien sur un champ vierge. Hein. On va racheter une entreprise, une unité de production qui est déjà là, qui est déjà présente dans le pays étranger. Cette acquisition peut être totale, c'est-à-dire on achète complètement l'entreprise. Il y a tout le capital de l'entreprise, toute sa valeur, hop, on l'achète et hop, ça devient notre entreprise. Donc cette acquisition peut être totale, l'entreprise est entièrement rachetée et contrôlée par la société mère, ou alors cette acquisition peut être partielle. Alors attention, ça veut dire quoi? Partielle, ça veut dire que la société mère acquiert, c'est-à-dire elle acquiert une partie seulement du capital social. Le capital social, c'est voilà, c'est ce que vaut l'entreprise. Donc elle acquiert une partie seulement du capital social de l'entreprise, qui devient alors sa filiale. Ça veut dire que l'entreprise mère, la société mère, va contrôler sa filiale, mais pas totalement, parce qu'elle ne devient pas complètement propriétaire non plus. Elle devient partiellement propriétaire du capital social. Alors, comment ça s'appelle ce type de méthode hein, quand on achète partiellement le capital? On dit que l'entreprise ou la société mère rentre dans le capital de l'unité de production qui est à l'étranger, ou on dit qu'elle prend une participation. Les prises de participation, c'est une autre expression qui décrit la même chose, c'est on rentre dans le capital d'une société étrangère, et selon qu'on possède plus ou moins de ce capital, on a plus ou moins le droit de prendre des décisions sur la manière dont fonctionne l'entreprise. Oui, on va en parler juste après. Donc dans ce dernier cas, le contrôle de la filiale n'est pas total, mais reste significatif. Alors, c'est là qu'on va expliquer ce qu'on entend par significatif. Dans une autre remarque. Donc puisque les IDE visent à contrôler significativement ou totalement la filiale d'une société mère, c'est ce qu'on a dit dans la définition hein, plus haut de ce que c'est qu'un IDE, il est alors communément admis par les économistes que l'acquisition d'au moins 10% du capital social d'une entreprise étrangère, grâce précisément à un IDE, suffit pour qu'elle soit considérée comme une filiale. Donc je fais une pause, on va continuer juste après. Donc vous imaginez, vous êtes une entreprise française, vous décidez, grâce à un IDE, d'acheter une partie du capital d'une entreprise étrangère. Exemple, vous allez acheter des actions. Parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est pour rentrer dans le capital, il faut acheter des actions. Donc vous achetez des actions d'une entreprise étrangère, et vous vous devenez propriétaire d'une partie de son capital, eh bien on considère que cette entreprise devient votre filiale, et que donc vous devenez une firme multinationale. On considère que cette entreprise devient votre filiale quand vous achetez plus de 10% du capital. Voilà.
si vous possédez plus de 10% du capital de cette entreprise étrangère, alors d'un point de vue, technique, on considérera que cette entreprise est désormais votre filiale, parce qu'en fait, avec 10% du capital, vous avez un pouvoir de décision significatif dans la direction de cette entreprise étrangère. Parce qu'effectivement, plus vous possédez de capital, plus en fait vous avez de droits de vote importants lors de l'assemblée des actionnaires, plus vous pesez lourd dans les décisions. Voilà. Et on a décidé que c'était 10%. Ça aurait pu être 20%, ça aurait pu être moins. Bon voilà, le seuil c'est 10%, juste pour une question de définition. Alors je poursuis ici, la remarque. Les investissements consistant dans l'acquisition d'une part inférieure à 10% du capital social de l'entreprise étrangère sont dénommés investissements de portefeuille. Donc, ça, hop. Donc là, ça veut dire qu'il y a un deuxième type d'investissement qui ne constitue pas du coup un IDE, hein. Ce sont les investissements de portefeuille. Et en fait, c'est tous les flux de capitaux qui consistent à rentrer dans le capital d'entreprises étrangères, mais pour en acheter moins de 10%. Donc là, je reprends. Si vous êtes une entreprise étrangère, française, pardon, et que vous achetez le capital d'une entreprise étrangère, et que vous achetez que, je sais pas moi, 2%, donc vous achetez des actions et puis vous devenez actionnaire à hauteur de 2% du capital, on ne va pas considérer que cette entreprise est votre filiale. On va juste considérer que vous êtes un actionnaire parmi d'autres, mais que vous ne cherchez pas à peser dans les décisions de l'entreprise. Si vous achetez davantage d'actions et que vous dépassez 10%, là, on considérera que c'est votre filiale. Mais en dessous, vous réalisez ce qu'on appelle des investissements de portefeuille. Ce sont des investissements, c'est ce que je dis ici, hein, ce type d'investissement ne vise pas à influer durablement le fonctionnement de l'entreprise étrangère, mais sont surtout motivés par une rentabilité financière à court terme ou moyen terme. Ça veut dire que vous n'avez pas la même idée en tête quand vous achetez 2% d'un capital d'une entreprise étrangère que quand vous achetez 20%. 20%, vous avez décidé que c'est votre entreprise et vous voulez qu'elle vous rapporte beaucoup dans le long terme. Quand vous achetez 2%, vous essayez juste de rentabiliser votre argent à court terme. Cette action, vous espérez qu'elle va prendre de la valeur et vous essayerez de la revendre ultérieurement pour faire une plus-value. Mais ce n'est pas du tout la même logique. Voilà, c'est pour ça qu'on distingue, d'un point de vue comptable, les investissements de portefeuille et les investissements directs à l'étranger. Alors, dernière question et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Combien y a-t-il de FMN et à qui appartiennent-elles? Donc on va essayer de ne pas trop rentrer dans les chiffres parce que ça n'a pas beaucoup d'utilité, mais essayez quand même de poser quelques bases en termes d'ordre de grandeur. Donc en 2017, on dénombre en gros 100 000 FMN. Et donc forcément, c'est au niveau mondial, hein, puisque là, c'est international. Donc on dénombre 100 000 firmes multinationales qui, en tout, contrôlent environ 800 000 filiales. Donc chaque firme multinationale, si on fait la somme de toutes leurs filiales, eh bien, on se retrouve avec 800 000 filiales au niveau mondial. Donc ces chiffres sont en forte augmentation depuis les années 90. Donc si on compare par rapport à 1990, il n'y avait que 37 000 FMN en 1990, alors qu'aujourd'hui, il y en a plus de 100 000. Et à l'époque, en 1990, il y avait 70 000 filiales, alors qu'aujourd'hui, il y en a 800 000. Donc vous voyez, en l'espace de presque un tout petit peu moins de 30 ans maintenant, en l'espace de 30 ans, eh bien, ça a fortement augmenté. Alors, une des explications à cette augmentation de la multinationalisation, ça fait appel à ce qu'on a vu au début du chapitre, hein, c'est la baisse des coûts de transport. Hein. On peut envisager des stratégies comme ça, multinationales, parce que ça coûte pas cher de transporter les marchandises. Et aussi que la coordination est plus facile, donc ça c'est grâce à Internet, on communique plus facilement, plus rapidement et moins cher, hein, grâce à Internet et au téléphone. Donc ça facilite les stratégies multinationales. Et il y a aussi un volet politique qu'on a vu aussi avec les accords du GATT, puis de l'OMC. Hein. C'est l'idée qu'on supprime les barrières à la circulation des marchandises, des capitaux, on laisse l'argent circuler d'un pays à l'autre par des virements, on laisse aussi en grande partie la main-d'œuvre circuler. Bon, dans une moindre mesure, mais quand même. Donc ça, c'est les trois petits rappels, trois explications qui sont à l'origine de cette forte augmentation des firmes multinationales. Alors, quelle est la nationalité de ces firmes? Puisqu'elles ont quand même été, elles sont quand même nées dans un pays. Alors, on trouve que les trois quarts des firmes multinationales sont issues des pays développés, donc avec par exemple les États-Unis, hein, qui possèdent beaucoup de firmes multinationales, donc, mais aussi la France. Voilà. Donc, les trois quarts des firmes multinationales proviennent des pays développés, et au sein de ce groupe-là des firmes multinationales issues des pays développés,
il y en a un tiers qui sont des firmes qui viennent de l'Union européenne. Voilà, ça vous aide un peu à cadrer les chiffres, hein. De leur côté, les pays émergents ne sont pas en reste, hein, puisqu'il y a 25% des firmes multinationales qui sont issues des pays émergents, en particulier grâce au développement de la Chine. Et même si c'est encore marginal, c'est en très forte augmentation. Il y a de plus en plus de pays, anciennement pays émergents, qui sont devenus des pays développés, qui créent des firmes multinationales et qui vont s'implanter dans divers continents. La Chine, par exemple, réalise beaucoup d'IDE en Afrique, notamment en Éthiopie. Donc les pays en développement, ou les pays émergents ou développés, la Chine maintenant c'est un pays développé, hein, euh, sont, euh, sont de plus en plus présents au sein des firmes multinationales. Voilà pour ce début de partie. Donc on reprendra la suite juste après.